La place de la femme noire dans la société européenne, sa perception et la perception qu'on a d'elle, sa vision du monde et de son avenir dans cette Europe qui désormais est une partie d'elle. Voilà quelques-uns des sujets abordés avec les invités durant ce podcast. Nos discussions vont permettre la synthèse des points de vue, mais aussi mettre en évidence l'hétérogénéité de ce groupe. Le débat promet d'être critique, inspirant, sans langue de bois. Une vraie masterclass pour toute personne désireuse de faire bouger les lignes. Afropéenne. Bonjour Nina. Bonjour Anne, merci de me recevoir. Écoute, c'est avec le plus grand plaisir et j'ai toujours hâte, mais j'ai encore plus hâte cette fois-ci d'écouter ton histoire et d'apprendre un maximum de choses. Est-ce que tu peux commencer par te présenter? Oui, avec plaisir. Donc bonjour à toutes et à tous. En tout cas, ceux qui nous écoutent. Donc, je suis Nina Baka, je suis consultante en gestion en finances personnelles et j'accompagne notamment les femmes à mieux gérer leur argent. Je les éduque sur la thématique de l'éducation financière et... Recording in progress. Non, c'est mon application. Tu veux qu'on recommence du coup? Non, t'inquiète. Les travailler. auditeurs ont l'habitude. Il y a toujours... Ok, d'accord. Bon, désolée, il y a quelque chose qui s'est affiché à l'écran, donc ça m'a un peu coupé. Donc, je disais, je suis Nina Baka, consultante en gestion de finances personnelles. J'accompagne notamment les femmes sur la thématique de l'éducation financière et je propose une offre principale qui est tournée autour de trois grandes thématiques. Donc, la première, c'est le travail sur la relation à l'argent. Ensuite, on travaille sur les questions de budget et d'épargne. Et puis, la partie investissement. Ma philosophie, c'est que l'éducation financière devrait être quelque chose d'indispensable, d'acquis pour tout le monde. Et l'idée d'éduquer en fait les gens, c'est les amener en fait à prendre soin de leur argent à la fois aujourd'hui et demain et pouvoir le transmettre aux futures générations. Et donc souvent je parle de richesse générationnelle. Voilà. Oui, beau programme. On va revenir sur tout ça. Avant de continuer, j'aime toujours savoir si les invités ont déjà entendu le terme afropéenne. Est-ce que c'est un terme qui te parle? Alors oui, j'en ai entendu parler, mais vraiment, je pense que ça m'a plus fait écho à travers ton podcast quand tu m'as contacté, mais je suppose que c'est la communauté afro-descendante, en tout cas qui vit en Europe. C'est ça. Est-ce que tu te sens, parce que parfois ça arrive, mais il y en a qui ne sont pas du tout concernés ou qui préfèrent une autre façon d'être appelés, un autre terme. Est-ce que toi, c'est ton cas? Non, pas du tout. Enfin, si, je veux dire, je me sens concernée. Enfin, je porte mes origines et je suis fière de mes origines. On dit souvent que pour savoir où on va, il faut savoir d'où on vient. Donc, oui, moi, je suis d'origine togolaise. Le Togo, c'est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Et j'ai grandi au Togo. Je parle couramment le Mina. Donc, voilà, je suis, disons, baignée dans les deux cultures. Donc, oui, non, ça me parle parfaitement. Eh ben, génial. Du coup, tu m'as tendu la perche pour enchaîner sur la suite. Moi, j'aime bien que les invités racontent un peu qui ils sont. Du coup, qu'ils nous parlent de leur enfance, comment ils ont grandi, dans quel contexte, comment est-ce que on grandit, quel est le choix qu'on fait pour ses études, comment est-ce qu'on rentre dans sa profession. Donc voilà, je te laisse ça partir. Ah oui, c'est vraiment la totale. Ok, d'accord. Alors, donc moi, j'ai vraiment passé
on va dire, j'ai passé la moitié de ma vie au Togo et l'autre moitié en Ah France, ouais. où j'habite aujourd'hui. Donc, je suis née et j'ai grandi au Togo. Mhm. J'ai la chance d'avoir des parents qui nous ont toujours dit que on pouvait tout faire, en tout Ah, cas tout génial. réaliser. Ouais. Ça c'est une grande chance. Et donc pendant l'enfance, on va dire que j'étais dans une famille plutôt riche, fortunée, on va Mhm. dire ça comme ça. En Mhm. tout cas, où l'argent Un problème. n'était pas un sujet, Ok. voilà. Pour faire court, donc après le décès de mon grand-père, donc je pense que comme dans beaucoup de familles d'ailleurs, donc il y a eu la problématique comment dire, La succession. de la succession. Et Ok. donc voilà, c'était un peu, on va dire, chaotique. Ouais. Et le partage des richesses. Voilà, c'est ça. Et Ouais. donc, bon, À l'africaine, quoi. exactement à l'africaine. Et pour la paix de l'esprit et du cœur, on va dire que mes parents ont renoncé en tout cas à leur pas pour une vie plus tranquille. Donc Mhm. voilà, ce qui nous a amené en fait, à recommencer de zéro Ok. une vie. C'est rare, À- ça, hein. C'est oui, très c'est rare. rare, mais je pense que parfois la paix tout court Ah non, mais c'est est clair. Là, beaucoup plus importante en tout c'est cas. Donc, c'est 100% vrai. Mais donc voilà. malheureusement, l'être humain est plutôt dans l'attachement aux choses matérielles. Tu vois, c'est juste humain. Oui, oui, c'est humain, mais après, il faut aussi se dire que l'argent, ça va et ça vient, Ouais, mais on va dire que ouais. pour pouvoir créer de nouveau, pour pouvoir construire de nouveau, il faut être bien Il faut être soi-même. bien Et je soi-même. pense que ça, c'est quelque chose que nos parents nous ont en tout cas inculqué. Mais Ouais, ouais. voilà. Après, Là, on a recommencé en France, mais on va dire que la partie où on était en Afrique, moi, ce que ça m'a inculqué, c'est vraiment le fait que l'argent, c'est important, en tout cas dans la vie. Et donc, moi, mhm. cette histoire-là, ça m'a vraiment marqué. Et on a beaucoup de chance d'avoir, avec mes sœurs, je suis l'aînée d'une fratrie de 4. Et donc, on a cette chance d'avoir des parents qui nous ont éduqués dans l'esprit de en fait, quand on en avait, c'était pas, enfin, on n'était pas gâtés non plus. Mhm. Donc, c'était plus les valeurs humaines Mhm. qu'ils nous ont inculquées. Et du coup, quand on n'en avait plus et qu'il a fallu tout recommencer, en tout cas, on n'a pas senti ce manque-là. Mais quand même, enfin, en tout cas, moi, c'est quelque chose qui a toujours, comme je sais pas, qui m'a toujours guidée dans l'esprit que je m'étais dit je vais être riche comme mon grand-père en fait parce que mon Ok. grand-père était Ouais. très très riche, en tout cas immensément. Et donc moi j'ai grandi en disant je vais être très riche et je ne veux pas que qu'aucun des membres de ma famille en fait manque Manque, d'argent. oui, oui. Donc voilà, pour venir ensuite à mon parcours peut-être scolaire universitaire, donc j'ai fait un bac S. Mhm. Moi j'adore les mathématiques, donc après mon bac, j'ai fait un parcours à Paris-Dauphine, Oui. ouais, voilà, à Paris. Donc, une licence en informatique et puis enchaîné sur un master en audit informatique. Donc, par la suite, j'ai travaillé 10 ans dans des entreprises, en tout cas en interne, sur des questions de gestion de projet et de direction de projet. Donc, j'ai essayé d'aller vite parce que je ne sais pas Non, trop comment tu pourras t'inquiète. rebondir sur... Non, t'inquiète vraiment. Vas-y à Ok, ton aise. ok, super. Donc oui, voilà pour mon parcours et donc c'était ça vraiment les 10 dernières années où j'étais plus du côté informatique du coup qui correspond Mhm. à mon diplôme universitaire et Donc, tu as eu un là parcours assez logique. Enfin, je veux dire, tu as fait tes études oui, secondaires, bon élève, ça se passe bien, tu as un super bac. Tu, oui tu trouves tout alors de suite ta franchement voie.
Je me suis un peu cherchée quand Ouais. même. Je me suis quand même un peu cherchée parce que je pense que quand on est jeune, on ne sait pas Non, on toujours sait en pas. fait ce qu'on veut faire. Et même, je veux dire, après, on est un peu dans la quête de sens en fait. Mhm. Savoir, Absolument. mais en fait, est-ce que j'ai choisi le bon métier? Si j'avais pas fait ça, qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre? Je pense qu'on se questionne toujours. Il n'y a pas une route toute tracée. Mais je pense que en tant que jeune adulte, quand on a 18, 19 ans, honnêtement, je pense que tout le monde, enfin, à Si. part les gens qui savent vraiment exactement ce qu'ils veulent faire, on se Et c'est laisse très un peu. peu parfois porter. Mais moi, j'ai toujours eu en fait l'idée que je veux bien gagner ma vie. Ok. Du coup, ça. Donc, quand je cherchais les métiers à peu près, je regardais, bon, qu'est-ce que je peux faire d'intéressant et qui pourra assurer le fait que, bah, voilà, quoi, que je sois bien payée, Mais etc. ça, c'est chouette. C'est chouette parce que, comme tu dis, à cet âge-là, on te demande à 18, 19 ans de décider ce que tu vas faire toute ta vie. Ouais. C'est lourd à porter. Mhm. Et surtout, que tu as quoi comme bagage? Ton secondaire. C'est sur base du secondaire que tu Exactement. dois choisir pour jusqu'à tes 60 ans. Mais par contre, c'est bien Ouais. d'avoir un truc qui te drive. Tu vois, Et c'est ça. c'est vraiment ça. C'est ça, c'est ça. Et aussi, je pense que l'entourage, ça compte, que quand on se questionne, de pouvoir bah, en discuter avec ses parents. Donc, c'est vrai que parfois, on est perdu, en fait, Mhm. tout simplement. Et enfin, je l'ai pas dit, mais après le bac, je me suis plus orientée vers le médical et avec tout Ah, ce qui tu as quand même fait un imagerie grand écart. médicale, mais c'était pas en fait ça répondait pas. Je pensais en rentrant en fait dans l'imagerie médicale, et c'est vraiment tout ce qui est radiologie, Mhm. etc. Pour moi c'était pas intellectuel en fait, donc je m'épanouissais pas dedans. Ok. C'est-à-dire que dans les stages que je faisais, c'est il fallait faire les radios des membres des gens, mais Ouais. il faut placer le membre c'est par exemple le poignet, il faut le placer de telle façon. Voilà, on clique, Tu on fait, exécutes, mais tu fais même pas on de exécute, et je diagnostic. ne suis pas une exécutante en fait. Ouais, ouais, c'est Donc, ça. Ouais. et ça montre aussi en fait à quel point il faut se connaître, mais c'est difficile de se connaître à 18, 19 ans en fait. Donc voilà, on va dire, j'ai perdu un an, et puis Mhm. après, assez vite, je me suis réorientée vers l'informatique parce Mhm. que bon, ça résonnait plus. Et puis, c'était plus facile pour moi en venant en fait d'un bac scientifique en fait. Mhm. Ok. Donc voilà. Donc pour rebondir sur ce que tu disais, je pense que c'est pas non, c'est pas aisé. Et même après, enfin pour dire, donc après avoir fait mon parcours de 10 ans en informatique, on arrive souvent à avoir une quête de sens, à se dire bon, bah à quoi sert mon boulot au Oui. final? Qu'est-ce que je fais Ouais. concrètement? Qu'est-ce que ça m'apporte de faire la gestion de projet? Et qu'est-ce que ça change véritablement dans la vie des gens? Et enfin voilà, moi j'étais dans cette quête-là, dans ce questionnement, etc. Et c'est comme ça que du coup je me suis, enfin, on va dire, j'ai appris en fait à me questionner, à Ouais. savoir vraiment qu'est-ce qui me fait vibrer, etc. Donc je me suis reconnectée un peu avec, on va dire, ce que j'aimais bien avant, Mhm. et pas Mais tu as seulement fait un travail orientation. toute seule là-dessus ou tu t'es fait accompagner? Non, j'ai fait un travail seul dessus, Ok. et ça tombait bien parce qu'on était pendant le confinement. Et Ah, donc, ce pendant le confinement, confinement, on bah, a fait on des n'avait pas, choses. exactement, on n'avait pas 10 000 distractions non plus. Non. Donc, c'était moi avec moi-même. Mais après, ce que j'ai fait, c'est que dans ma réflexion, à chaque fois, je questionnais mes parents en Mhm. demandant qu'est-ce que j'aimais quand j'étais plus jeune. Ah Et du coup, ça me oui. poussait dans ma réflexion en disant, OK, mais en fait, dans mon parcours, c'est vrai que j'ai aidé tout le monde sur toutes ces questions de budget, de mieux gérer son argent. Mhm. Je le faisais, en fait, de façon très naturelle. Et parfois, en fait, ce sont les choses qu'on fait de façon naturelle. On ne Oui. soupçonne même pas, en fait, que les autres pourraient en avoir Oui, besoin. je Et lisais un truc comme ça, là-dessus il y a pas longtemps. Donc c'était la différence entre les talents et les compétences.
Et que le talent, c'est justement quelque chose qu'on fait d'une façon tellement naturelle que ça ne nous paraît pas extraordinaire. Exactement. En fait, ça ne nous paraît pas à nous extraordinaire, mais pour les autres, ça a une plus-value, en fait. Et donc, c'est comme ça, en me questionnant, en regardant, en m'interrogeant sur les dernières années, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas dans mon travail, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, etc., etc. Et oui, c'est comme ça que j'en suis arrivée à bon, je veux être gestionnaire de patrimoine. Donc, moi, j'étais partie dans ça, vraiment dans l'idée. Donc, dans mon parcours, j'ai eu la chance quand même d'avoir des rémunérations qui sont plutôt correctes. Mais en tant que, on va dire, célibataire, en tout cas, pas avec quelqu'un et où on partage nos impositions, on paye beaucoup, en fait. Et donc, pendant mon parcours, je me suis intéressée à la gestion de patrimoine pour moi-même, pour vraiment optimiser ma fiscalité, en fait. Quand j'en parlais autour de moi à des copines et autres, je me rendais compte que effectivement, en fait, elles n'avaient rien, qu'elles avaient des rémunérations, en fait, à peu près comme moi, voire parfois plus, mais elles n'avaient aucune notion sur ces choses-là. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais être gestionnaire de patrimoine pour vraiment apporter ce savoir-là, et d'autant plus, en fait, à ma communauté, parce que justement, en fait, j'allais te poser la question. On n'est pas vraiment sensibilisé à ça parce que, en fait, nos parents pour la plupart sont arrivés et ils étaient plus focalisés sur gérer le quotidien, gagner de l'argent. Oui, en mode survie. Et c'était ça l'urgence, en fait. Et nous sommes aujourd'hui une nouvelle génération, on va dire, qui n'est plus, en fait, dans cet aspect-là de on veut juste gagner. Oui, on gagne déjà bien, mais on veut également s'épanouir. Mais au-delà de ça, ok, on s'épanouit, on veut construire un patrimoine, mais du coup, il n'y a pas suffisamment d'informations. En tout cas, moi, j'ai pas trouvé des personnes, des personnes de ma communauté, en fait, qui évoquaient ces différents sujets-là de gestion de patrimoine, de placement, d'investissement, etc. Donc, mon idée initiale, c'était vraiment, OK, je vais être gestionnaire de patrimoine pour répondre, en fait, à ma communauté. OK? Et donc, c'était vraiment ça l'idée. Sauf que quand j'ai commencé, en fait, à interroger autour de moi, quand j'ai commencé, j'ai vraiment commencé par mon cercle proche, vraiment mes amis, etc. Et je l'ai fait vraiment de façon très spontanée. Et quand j'ai commencé à les interroger, je me suis rendu compte que, mais en fait, avant de dire qu'on gère un patrimoine, il faut avoir de l'équité. C'est ça, il faut en avoir, ou soit tous les gens à qui je disais, mais tu gagnes super bien, tu sais que tu peux faire de l'optimisation fiscale, tu peux faire ci, tu peux placer ton argent comme ça. Mais en fait, je me rendais compte que pour la plupart, ils gagnaient certes très bien, mais il n'y avait pas en fait une bonne gestion de l'argent, ou alors c'est vraiment des personnes qui vont peut-être gagner 8 000 euros, mais en fait à la fin du mois ils n'ont épargné que 100 euros. Comme sur 8 000 euros, c'est même pas 10% en fait. Et donc je me suis dit, en fait Nina, peut-être dans un premier temps tu te trompes, il faudrait pas aller vers la gestion de patrimoine, il faut plus accompagner en fait ces personnes-là sur des questions de budget, sur comment je peux optimiser mon salaire aujourd'hui, comment je fais en fait, etc. Et ensuite les amener vers effectivement, maintenant j'ai suffisamment d'épargne, qu'est-ce que je peux en faire? Donc ça a été vraiment ça en fait mon idée, et comment ça s'est construit. Et je pense que c'est vraiment une chance d'un peu se jeter à l'eau comme ça, de parler en fait à son public, parce qu'au final, c'est vraiment le public, c'est vraiment le client en fait qui définit clairement ce dont il a besoin. Parce que nous, on arrive en disant, mais voilà, je vais faire ça, je fais ici, Y, Z. Mais en fait, les gens, en fait, ils n'ont pas besoin de tout ça. Ils ont besoin de quelque chose qu'il faut aller trouver. Voilà. Donc, dans mon parcours, en fait, c'est comme ça que ça s'est construit, et je me suis dit, je vais me placer, en fait, dans la phase amont de la gestion de patrimoine pour apporter ce plus-là.
et accompagner vraiment les gens pour aller ensuite vers la gestion de patrimoine. Donc la gestion de patrimoine, c'est quelque chose que tu fais quand même en plus si... Non, alors aujourd'hui, non. Quand j'ai des clients qui vont avoir besoin de gestionnaire de patrimoine, je vais regarder dans mon réseau en fait à qui je peux réfères. Avec quand même l'idée de pouvoir me former moi-même. Ça te reste. Oui, mais j'avoue que en fait on peut pas tout faire en même temps il faut construire des bases en fait qui sont solides, donc voilà. Et on peut pas se disperser non plus, à force de vouloir tout faire, on a tendance à se disperser et à ne pas être très bon en fait à 100% dans un domaine. Donc j'ai préféré, moi ma stratégie ça a été mieux me faire connaître dans ces 3 domaines-là que j'ai cités. Après, c'était les 2 au départ. C'est vraiment les questions de budget départ et ensuite, en fait, d'initier les personnes sur les questions d'investissement. D'accord. Et je me suis rendu compte, en fait, dans les accompagnements qu'au-delà, en fait, de la question de budget et d'épargne, les gens n'arrivent pas à... Ils n'arrivent pas à épargner, pas parce qu'ils ne savent pas faire des calculs, pas parce que ils n'ont pas, tout le monde sait faire 100 moins 50, il t'en reste 50 en fait sur En réalité, c'est pas si compliqué que ça. Ouais. Mais ce qui se passe en réalité, c'est qu'on a tous et toutes, une histoire en fait par rapport à l'argent qui va évoquer plein de choses en fait, nos etc. Donc, en fait, il faut aller comprendre ce qui se passe pour chacune de ces personnes-là, pour se dire, mais ok, qu'est-ce qu'on va débloquer en réalité pour que les choses soient possibles en fait par la suite. Donc vraiment, c'est pour ça que j'ai vraiment rajouté le volet de relation à l'argent, parce que moi, je vois la relation, le fait de comprendre en fait sa propre relation à l'argent, c'est un peu comme, allez, on est sur un terrain vide en fait, on veut construire dessus, mais il faut le défricher avant. Il faut aller faire du vide, il faut comprendre en fait ce qui se passe avant même d'aller dire, ou je sais pas, peut-être qu'on veut pas construire, mais on veut planter. On va pas planter sur une terre qui n'a pas été travaillée en fait. Et c'est imagé, mais c'est vraiment comme ça que je vois la partie relation à l'argent. Là, tu deviens presque une psy. Carrément, quand tu te lances dans un travail comme celui-là. Parce que là, tu vas creuser dans les méandres de la vie des gens. C'est ça, il faut vraiment aller... c'est un travail qui est inconfortable. Oui, mais je pense qu'une fois que c'est fait, ça débloque en fait tellement de situations. Ça débloque, par exemple, j'accompagne des entrepreneurs qui n'arrivent pas à fixer leurs tarifs, qui sont pas à l'aise sur leurs tarifs. Il faut vraiment faire ce travail-là de je vais comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, qu'est-ce que mes parents ont toujours dit, pourquoi j'ai ces pensées-là, etc., sur l'argent, et du coup, les choses se débloquent, en fait. Et dans le parcours aussi, on parle beaucoup de tout ce qui est notion de rémunération et d'optimisation, en fait, de la négociation salariale, notamment. Parce que moi, je parle... Oui, je pars toujours du principe que, en fait, on a été trop éduqués dans le fait de réduire ses dépenses. En fait, à chaque fois quand on parle de budget, c'est une des raisons pour lesquelles les gens n'aiment pas en fait ces questions de budget, parce qu'ils pensent à chaque fois ils se disent, mais oui, je vais encore couper dans mes dépenses, je vais encore réduire. Et en fait, on ne pense jamais en fait à l'autre aspect qui est la meilleure façon, de mon point de vue, d'avoir plus d'épargne et du coup de réaliser ses projets, c'est d'augmenter ses revenus en fait. Et en fait, on a toujours cette crainte-là, parce que si vous coupez dans votre budget, allez, 10 € par-ci, dans une autre dépense, vous coupez 50 €, et puis dans une autre, 50 €, on est à 60 €, et donc dans les autres, vous en coupez, allez, 40, on est à, ok, vous avez optimisé votre budget de 100 €. Mais par contre, si vous apprenez en fait des techniques pour pouvoir mieux négocier votre rémunération, pour pouvoir mieux préparer des entretiens, pour pouvoir mieux en fait définir vos tarifs en tant qu'entrepreneur, etc. Et que du coup, ça vous fait passer de, je sais pas, une rémunération où vous êtes à, allez,
3 000 euros en net à 5 000 euros ou 4 000 euros même, ça fait une vraie différence en fait. C'est la même chose que j'ai augmenté ma rémunération de 100 euros et en plus c'est 100 euros brut en fait. Ok. C'est vraiment pour ça et une des raisons en fait pour lesquelles j'ai intégré cette notion de négociation salariale de rémunération dans mes parcours, c'est que moi-même dans mes années en fait en tant que salarié, j'ai eu à négocier ma rémunération. Et quand j'ai négocié ma rémunération, je me rappellerai toujours, c'est que mon chef m'a dit en plus de 20 ans de carrière, il n'a jamais vu ça. Et moi, sur le coup, je me suis dit, franchement, il n'a jamais vu quoi exactement? Il n'a jamais vu en fait quelqu'un qui est venu vers lui pour demander en fait une augmentation de salaire au bout de 6 mois en plus et avec des arguments en fait qui sont tellement que il pouvait pas dire non quoi. En tout cas il ne pouvait que considérer ma demande en fait. Et donc je me suis rappelé de ça quand je me suis du coup mise à mon propre compte et en travaillant en fait sur mon offre. Je me suis dit, mais c'est vrai, en fait, j'ai commencé à accompagner dans les accompagnements individuels que j'avais, j'ai commencé à intégrer, en fait, cette notion-là. Et j'ai vu, en fait, la différence que ça faisait, en fait, pour des clients. Une de mes clientes, par exemple, on a travaillé justement, du coup, on a commencé par travailler sur la relation à l'argent parce que quand je lui ai dit, on va négocier tel montant, elle se disait, mais... En fait, non, c'est trop. Je mérite ça, c'est beaucoup trop, etc. Et donc, on a fait ce travail-là. Et une fois que le travail était fait, elle a obtenu, en fait, son augmentation. Elle est restée dans la même boîte, hein. Elle a obtenu, en fait, son augmentation, ce qui lui a permis, en fait, d'augmenter en fait sa capacité d'épargne et à la fin de l'année elle a fait l'acquisition de sa résidence principale. Ça fait une vraie différence en fait. En fait on va trimer pendant 2 ans pour dire je vais mettre de l'argent de côté pour pouvoir payer les frais de notaire, là en fait en intégrant le fait que en intégrant le fait que je peux en fait, avoir une meilleure capacité d'épargne en boostant mes revenus, ça fait une grande différence, en fait. Et l'idée pour moi, c'est que, en fait, l'épargne, en fait, aujourd'hui, c'est mieux vivre aujourd'hui en ayant une meilleure rémunération et construire, en fait, demain en plaçant son argent, justement, pour que demain, en fait, soit meilleur. Donc, on vit mieux à la fois aujourd'hui avec une meilleure capacité. Et pour demain, en fait, on met en place des stratégies de patrimoine, d'investissement, etc. pour que demain, en fait, on ne soit pas à se dire je n'ai pas suffisamment pour vivre, en fait, parce qu'on vit mieux aujourd'hui et non seulement on construit mieux demain, en fait. Et on le transmet. Le discours est alléchant. Vraiment alléchant, oui, parce qu'il est totalement différent de ce qu'on entend, parce qu'il suffit d'allumer même la télévision et tu entends coupe budgétaire. 2 minutes, il y a quelqu'un qui m'interrompt dans mon podcast, c'est pas sympa. Il y a une sonnerie là-bas, hein. Il y a quelqu'un qui sonne là-bas, il y a 3 fois, c'est pas ce qui... Sorel est là. Il me dit, bon. Désolé. Pas de problème. Apparemment, il y a le voisin qui sonne, mais il devra attendre. Quelqu'un d'autre s'occupera de lui. Non, mais je disais, il suffit d'allumer la télé et c'est vraiment des discours qui sont intégrés. Oui. Ils sont intégrés, donc on n'imagine même pas que se serrer la ceinture ne soit pas la seule option. C'est la seule option. On en parle tout le temps, on en parle à la télé, le président en parle. Tu vois, ça passe dans les journaux spécialisés, les économistes le disent. Donc, c'est vrai que ton discours, il est complètement à contresens. Et c'est vraiment intéressant. Mais ça marche parce que j'ai des clients, parce que je l'ai testé effectivement sur moi-même, sur mes clients, et ça marche en fait. Mais c'est simplement que, en fait, on est vraiment... je lisais un post tout à l'heure où la personne disait, en fait, on est vraiment limité. La limitation, c'est dans notre esprit, en fait. Donc, tout ce qu'on dira à notre esprit que
si tu dis à ton esprit que ça, c'est pas possible, ça ne sera pas possible, en fait. Okay. Mais si tu te dis que c'est possible, tu iras chercher, en fait, les ressources à la fois en toi. Et si les ressources ne sont pas en toi, si le travail à faire n'est pas sur toi, tu iras les chercher à l'extérieur, tout simplement. Exactement. Tu vois? Donc, en fait, il faut vraiment intégrer, en fait, cette notion-là de tout ce que je peux... tout ce que j'imagine, je peux le réaliser. Et c'est pas juste un discours comme ça. Donc, une fois qu'on a dit ça, oui, il faut mettre en place un plan d'action parce que si on se lève tout le matin pour dire bon, tout ce que je peux réaliser, tout ce que je rêve, je peux réaliser, enfin, il faut vraiment une action ça derrière. Ça ne suffit pas, oui. Non, ça ne suffit pas de le dire. Le dire, en fait, le permet simplement, en fait, au cerveau de l'intégrer, mais ensuite, il faut passer, effectivement, à l'action de se dire bon, ok, concrètement, comment je fais? Je n'ai pas les ressources aujourd'hui. Qui est-ce qui a ces compétences-là que je recherche, qui peut m'aider en fait dans ce parcours-là? Comment je peux faire? Je n'ai pas aujourd'hui l'argent pour payer un coaching. Ce n'est pas grave, mais dans quel livre je peux aller apprendre? Et en fait, se questionner en fait à chaque fois, ça force à aller chercher des solutions plutôt que d'être dans une position d'un peu attentiste. Attends, oui, que ça tombe du ciel. On a prié, maintenant, on attend. Oui, voilà. Enfin, on est quand même acteurs et actrices, en fait, ça, c'est de important. notre vie. Il faut vraiment pas l'oublier, quoi. Voilà. Tu sais, on a un peu brûlé les étapes parce que là, on parle déjà de ton accompagnement et tout, mais tu nous as même pas expliqué comment tu en arrives à accompagner des personnes parce que tu es salarié. Tu vois, on a sauté une étape de l'histoire. Avant le confinement, tu es salarié. Oui. Donc, comment est-ce que tu fais le shift vers l'accompagnement de personnes? Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, comme je disais, j'étais moi-même, en fait, dans une quête de sens à cette époque-là. Donc, j'ai fait ce travail-là pour me dire qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et aussi, alors, il faut noter en fait le fait que je suis porteuse de la drépanocytose, qui est une maladie génétique des globules rouges. Et donc, avec tout le stress au niveau professionnel et aussi un mal-être, je le cache pas, entre 2018 et 2019, j'ai vraiment fait une très grosse crise. Alors, pour juste une parenthèse, pour expliquer ce qu'est la drépanocytose pour les gens qui connaissent pas. Donc, je disais tout à l'heure, c'est une maladie des globules rouges, en fait, et c'est une maladie qui est génétique. Donc, ça veut dire que il faut que chacun des parents, en fait, soit porteur d'un gène malade pour que la personne qui est malade, du coup, donc, moi, en l'occurrence, soit porteuse de malade. Donc, moi, je suis une drépanocytaire SS. Donc, en fait, c'est la forme la plus grave, en fait, de la drépanocytose qui fait que, en fait, chez les porteurs, chez les personnes qui sont pas porteuses de cette maladie, il faut voir un peu les globules rouges, en fait. Imaginez un vaisseau sanguin, c'est un peu comme un tuyau, d'accord? Et imaginez maintenant les globules rouges, chez les personnes qui ne sont pas malades, les globules rouges ont une taille ronde, en fait, un peu comme une pièce de monnaie. Et donc, quand vous êtes dans un tube, le tube, forcément, il est circulaire, ok? Et donc, tout ce qui va circuler dans le tube, si ça a une forme ronde, forcément, ça va circuler facilement et aisément, sans aucune contrainte, en fait. Sauf que chez les personnes porteuses de la drépanocytose, ce qui se passe, c'est que ces globules rouges, en fait, n'ont pas une taille ronde, comme une pièce de monnaie, mais vont, en fait, avoir une forme déformée, un peu comme, ils vont avoir une forme de lune, par exemple. Imaginez la lune, c'est un demi-cercle, voilà. Et ce qui fait que quand ils vont circuler, en fait, dans les vaisseaux, ça va créer un peu comme une occlusion. Des agrégats. Un embouteillage, en fait, d'accord? Et quand il y aura cet embouteillage-là, donc, soit le corps n'est pas suffisamment hydraté, il y a plein de critères. Donc, quand il y a cet agrégat-là, quand il y a cet embouteillage, on va dire,
ça crée en fait, comment ça se manifeste par des douleurs en fait qui sont assez violentes. Vous pouvez imaginer quand on vous casse les os tout simplement sans anesthésie. Et donc, chez les personnes porteuses de la drépanocytose, c'est vraiment comme ça que ça s'exprime. Ça s'exprime par on appelle ça des crises vaso-occlusives. Donc, c'est des crises de douleur et que seule la morphine peut calmer. Ah en fait. ouais, donc c'est direct hospitalisation, parce que là, pour le coup, si ça... Oui, quand c'est des crises qui sont fortes, violentes, oui. Mais après, il y a des crises qu'on peut très bien gérer à la maison et à côté de ça génère beaucoup de fatigue, et il y a des effets secondaires, plein de choses, quoi. Des complications, j'allais dire. Et donc, fin 2019, j'ai eu une crise assez violente qui a nécessité une hospitalisation avec un passage en réanimation. Et vraiment, en fait, j'ai eu cette impression-là que peut-être que c'était la fin, en fait. Et quand je m'en suis sortie, je me suis dit, je suis croyante, je me suis dit que, en fait, Dieu ne m'a pas donné la vie pour que je la gâche à faire quelque chose que je n'aime pas. Parce que, avant ça, j'étais plutôt dans une phase de recherche d'emploi pour trouver un autre poste, etc. Et donc, en fait, c'est là où je me suis vraiment dit, il faut que je trouve autre chose. Donc, en fait, je ne vais plus chercher un boulot salarial, je veux trouver autre chose. Et entre-temps, du coup, le confinement est arrivé. Et du coup, j'ai approfondi vraiment cette réflexion-là. Et en fait, une fois que moi, j'ai approfondi ma réflexion, j'ai juste envoyé un message à tous les gens que je connaissais. Je les ai un peu saoulés en disant, mais voilà, je propose ça, je n'avais rien. C'est quand on parle de business plan ou je ne sais quoi. Non, moi, j'avais rien. J'avais juste mon titre de, je vais vous accompagner. Je me rappelle encore, je crois que j'ai gardé le message dans mon ancien. Ah, génial. Voilà. Et donc, j'ai juste envoyé ce message en disant, et vraiment, je l'ai envoyé à mon entourage, mes copines, vraiment, en fait, les gens devaient se dire, mais qu'est-ce que... Ça y est, le confinement lui a retourné le cerveau, elle est restée trop longtemps enfermée chez elle. Vraiment, c'est ce qu'il faut faire. Aujourd'hui, je suis dans un accompagnement business et vraiment, en fait, ils disent la même chose que je suis what? Mais en fait, vous dites la même chose que j'ai fait il y a 3 ans de ça. Oui. Mais vraiment, en fait, quand on démarre, en fait, les personnes qu'on connaît, c'est notre entourage, en fait, ou des anciens collègues, etc. Donc, il faut aller sonner à ces portes-là. Et moi, vraiment, c'est ce que j'ai fait. Et donc, j'ai eu la chance comme ça d'accompagner... ma première cliente a été une très bonne amie à moi, donc que j'ai accompagnée. Et j'ai un mentor aussi, du coup, lui qui publie, qui est Kojo Kunake, qui est coach en anglais, qui publie sur les... j'ai vu lui sur LinkedIn. Ouais. Qui publie en fait sur LinkedIn et donc lui il avait démarré je pense peut-être 2 ans avant moi en fait. Et comme il publiait, je me suis un peu intéressée. Après j'ai vu d'autres coachs LinkedIn dont Adjaratou Lawani avec qui j'ai travaillé. Et donc c'est comme ça que je me suis mise en fait à publier sur les réseaux sociaux et en publiant sur les réseaux sociaux ça fait que il y a soit des organismes en fait qui commençaient à s'intéresser à moi, par exemple pour faire des webinars, des choses comme ça. Et c'est vraiment comme ça que j'ai eu mes premiers clients et que j'ai démarré en fait, tout simplement. Waouh! Donc une fois de plus, vive les réseaux sociaux. Oui, en fait c'est ça. Il faut... En fait, je pense qu'il ne faut pas subir les réseaux sociaux. Il faut vraiment les voir comme quelque chose, comme un plus. Et c'est comment on va venir les utiliser. Donc, soit on est passif et on ne fait que consommer, ou alors on est actif. Mais il faut vraiment, quand on va sur les réseaux sociaux, il faut savoir pourquoi on y est. Oui. Et même si on ne dit pas soi, il faut choisir en fait ce qu'on consomme. Parce que, en fait, notre cerveau, c'est comme une éponge, hein. Si vous regardez, en fait, que des mauvaises informations, et moi, en l'occurrence, je n'ai pas de télé, je ne vois pas les informations, honnêtement, je sais l'actualité de façon générale. Si j'ai besoin d'avoir une information concrète, je vais aller sur Internet chercher, et puis ça s'arrête là, mais... Tu ne subis pas. Non, mais en plus, honnêtement, mes journées sont tellement remplies, donc parfois que non, j'ai même pas le temps et c'est vraiment un choix de ne pas regarder les infos parce que
C'est un Parce choix que qui est partagé. voilà. Enfin, ouais, au niveau charge mentale, c'est pénible. Tu te retrouves à avoir peur et tu sais même pas pourquoi en fait. Parce que le matin, tu te lèves, tu vas au boulot, tu travailles, puis tu vas, je sais pas moi, prendre tes enfants, faire tes courses, tu rentres et tu es inquiète. Tu vois, tu es inquiète. Il s'est rien passé, il y a rien, mais tu es inquiète. Et franchement, c'est parce que ça infuse. C'est du thé. Ouais. Tu laisses. Et même, oui, et même se rappeler combien. Je me rappelle, je n'ai pas de télé à la maison, mais pendant la période du confinement, il m'arrivait quand même de se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Oui. Ah ouais. En fait, ça nous a tous mis dans un tel stress et je me suis rappelé comme ça, mais en fait, il faut juste arrêter de regarder. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'étais quand même, j'étais toujours stressée, pour être tout à fait honnête, parce que personne ne savait ce qui se passait. Il y avait l'inconnu, donc on était tous. Mais en tout cas, à partir du moment où j'ai arrêté au moins de ne plus regarder une fois passant les infos, ça a été mieux. On se concentre sur autre chose et on est moins stressé. Mais vraiment, là, je ne sais pas depuis quand. Peut-être la dernière fois où j'ai regardé les infos, c'était quand j'étais chez mes parents et que la télé était allumée. Mais sinon... Team toi. Je suis anti-info, ça n'apporte rien. Et les chaînes traditionnelles, c'est pour ça que moi je suis pas vraiment fan de réseaux sociaux, mais par contre, là où je dirais toujours, je suis pour, c'est le fait qu'avec les réseaux sociaux, on est devenu nous-mêmes maîtres de l'information. Tu n'es plus sous le diktat des grandes chaînes, elles-mêmes sous le diktat de grands industriels. Et voilà, tout le monde a sa voix. Tout le monde peut se faire entendre. Et à toi de faire le tri et de choisir qui tu écoutes. Écoutez Nina. Non mais, comment ça s'est passé en fait? Parce que là, tu me dis que tu es passé par les réseaux, tu t'es créé comme ça une petite communauté. Mais là, pour le moment, tu as une structure, tu vois, une vraie structure, enfin vraie. Tu vois, une structure officielle en société ou en personne physique. Je veux dire, tu as dû mettre en place quand même quelque chose d'administratif. Oui, j'ai une société, en fait, tout simplement. Je suis accompagnée par une comptable, des avocats. Oui, voilà. C'est tout ça, quoi. Oui, le grand classique. Et donc... On va rentrer dans le vif du sujet, mais t'es pas obligé de répondre à tout si tu n'as pas envie. Donc j'allais dire par exemple. Non, mais je sais pas si j'ai bien compris ta question en fait tout à l'heure. Oui, non, si, tu y as répondu. Donc ça me permet de continuer sur ma lancée en disant par exemple, je suis une cliente, je veux contacter Nina. Donc je la contacte soit sur les réseaux sociaux, soit sur un site internet, c'est ça? Tu as... Oui, j'ai mon site internet, ninafinance.com, oui. Ok. Et donc au premier rendez-vous, par exemple, comment ça se passe? Le premier contact? Alors en fait, sur mon site internet, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a un formulaire que, en général, les personnes remplissent. Donc, parfois, il y a des gens qui vont m'écrire directement sur WhatsApp. Donc, on va dire, je vais leur poser les mêmes questions que sur le formulaire. Okay. Mais le formulaire, en fait, l'idée pour moi, c'est déjà de savoir à qui je m'adresse et surtout quel est le besoin de la personne en fait. Donc il y a des personnes qui vont venir parce que elles n'arrivent pas à gérer leur budget. Il y a certaines, ça va être je gagne suffisamment mais je n'ai pas d'épargne aujourd'hui. Où j'aimerais optimiser mon épargne, qu'est-ce qui peut se faire, etc. En fait. Donc les personnes décrivent leurs besoins et en général, en fonction de ce qu'ils m'expliquent, si je peux les accompagner, ce que je fais, c'est que je leur propose un échange téléphonique pour approfondir, parce que parfois les gens ne vont pas tout dire à l'écrit, et puis ça permet aussi de savoir que
de rassurer les gens, parce que parfois les gens se disent, mais c'est une vraie personne sur Internet. C'est juste, hein, mais oui, c'est pour ça que je demandais, est-ce que tu as une vraie société dans le sens administratif, voilà, tu vois. J'ai une société qu'on peut trouver. En vrai, je le sais, hein. Je pose la question pour le podcast. Oui, une SASU, Nina Baka, et ma marque, c'est Nina Finance, en voilà. fait. Mais oui. C'est pas un truc sur Instagram, vite fait, tu vois, c'est un truc structuré. Non, voilà, je suis plutôt responsable, professionnelle, et oui, en fait, quand on s'adresse à Nina Finance, Nina Baka, on s'adresse à une entreprise qui a un registre. Je paye la TVA, je paye les impôts, tout ce qui va avec, et oui, j'ai dû aussi financièrement mettre de l'argent dans mon entreprise pour avoir cette structure en place, parce que je suis accompagnée par des avocates. Mais petite question, un comptable, ça je comprends tout de suite pourquoi. Oui. Un avocat fiscaliste, du coup. Non, même pas fiscaliste. J'ai 2 avocates notamment, une avocate en propriété intellectuelle. Pour déjà construire ma marque, et c'est quelqu'un qui m'accompagne en fait tout au long de mon parcours. Une autre avocate qui est plus, on va dire, une avocate pour les créateurs d'entreprises. Et donc, dans un premier temps là, le travail que je fais avec elle, c'est plus pour tout ce qui est rédaction des conditions générales de vente, des choses comme ça. Et je suis amenée à travailler aussi avec des entreprises. Donc, ça veut dire que j'ai un contrat avec les entreprises. Donc, elle relie les contrats, vérifie que tout est bien en règle. Voilà. Tu vois, parce que ça, ce sont des choses, bon, toi, apparemment, ça te paraît naturel de le faire, mais je connais très peu d'entrepreneurs qui, dès le début, se disent, je vais prendre un comptable. Avocat, là, c'est encore même très, très loin, mais tu vois, qui m'ont dit, je prends un comptable, je me fais accompagner. Donc voilà, c'est vraiment chouette que tu puisses comme ça expliquer... En fait, moi, mon entreprise s'inscrit dans une vision qui est claire. Ça veut dire que j'ai pris le temps de travailler ma vision, j'ai pris le temps de savoir dans quelle direction je veux aller, même si on peut toujours ajuster. J'ai un banquier particulier avec qui je travaille. Donc, en fait, c'est que je me suis simplement assise et je me suis dit, bon, ok, je me suis renseignée aussi en tant qu'entreprise. Mais tu as l'air de faire comme si ce que tu faisais était naturel. Mais je t'assure, la plupart des entrepreneurs... Oui. Et c'est dingue. Mais d'où ça te vient? D'où ça te vient que ça te paraît si naturel? D'où ça vient? Je ne sais pas, je me dis que je suis une entreprise et que je dois rendre des comptes. Et quand j'ai commencé mon entreprise, je me suis formée, je suis vraiment entourée d'un réseau aussi de femmes, de professionnels avec qui je discute. Et donc, dans mon réseau, j'ai des avocates, j'ai des comptables. Oui, c'est ça, le réseau. Collègues, j'ai des banquiers d'affaires. Oui, le réseau et l'information. Tu as les deux, tu as le réseau et tu... l'information. Je pense que ça, c'est deux... J'ai été chercher l'information parce que, encore une fois, je veux dire, je suis pas là pour m'amuser, en fait. C'est-à-dire que quand je viens publier sur les réseaux sociaux, quand je viens parler, je parle au nom de mon entreprise, en fait. J'ai la casquette de personne individuelle, mais j'ai aussi la casquette de personne morale et je porte la responsabilité de mon entreprise. Donc, en fait, pour pouvoir asseoir une certaine légitimité, ça passe par beaucoup de choses. Un nombre de followers sur les réseaux sociaux, c'est pas une légitimité pour moi. Peut-être que ça... On est tout à fait d'accord. Tu n'es pas une influenceuse, tu es une dirigeante d'entreprise. Je n'aime pas ce terme-là. C'est vrai que les gens aiment bien utiliser ça parce que j'ai un certain nombre d'abonnés aujourd'hui sur les réseaux, mais en fait, je suis chef d'entreprise et je me comporte simplement comme une chef d'entreprise, en fait. Et je me suis formée là-dessus et vraiment... Dans mes contacts, les premières personnes, c'est mon banquier, c'est ma comptable et c'est mes 2 avocates avec qui je travaille. Ok. Ah non, c'est super. Franchement, merci pour
toutes ces petites précisions, je pense Et que après, c'est important. la gestionnaire de patrimoine, mais bon, Mhm. ça, c'est vraiment le côté, mais vraiment, oui, je pense que quand on porte une vision, on la porte pas juste comme ça, en Comme fait. ça. Il faut aussi être, se dire, oui, je porte une vision, mais Ouais. au-delà de dire je porte une vision, comment ça se matérialise, hein? Ouais. Par quelle action? Qu'est-ce que je suis censée faire? Où est-ce que je dois être, etc. Et Ouais. quand les gens disent maintenant, oui, ça veut dire quelque chose, quoi. C'est pas Ouais, parce c'est que du j'ai sérieux. fait... C'est vraiment du sérieux. Et il faut le prendre Oui, à ce quelqu'un niveau-là. Oui, oui. Et puis, en fait, de façon naturelle, je suis quelqu'un de très rigoureuse, Mhm. très responsable et très sérieuse. Et je pense que ça a été toujours ça, en fait, depuis mon enfance et même dans mon parcours professionnel. Et c'est tout à fait naturel pour moi que ça s'exprime comme ça dans mon business. Et ce Allez, qui génial. définit vraiment, c'est cette rigueur et cette excellence qu'on apporte aux clients. Donc, on se doit tous les jours en tout cas, de vibrer, en fait, à cette même fréquence-là. Allez, magnifique. Moi, je continue sur ma lancée. Donc, je suis ta future cliente. On a eu le premier contact écrit, le deuxième téléphonique. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, je viens parce que je vais prendre un sujet brûlant. Je suis mariée et on a des problèmes de couple et je ne sais pas très bien parce que c'est pas moi qui gère le budget. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait au troisième? Enfin, en fait, pendant le rendez-vous, ce qui se passe, c'est que je présente mon offre qui est du coup, qui s'appelle Delight. Et Delight, c'est la lumière que j'accompagne dans les finances personnelles des gens que j'accompagne. Quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux, c'est vraiment ma phrase. J'apporte la lumière dans vos finances personnelles. Et ça a toujours intrigué les gens. Et vraiment, le nom du programme est venu d'une de mes clientes que j'ai accompagnée parce qu'on discutait pendant son bilan et je me disais, mais il faut vraiment que je trouve un nom pour ce programme-là. Et c'est vraiment elle m'a orientée dans le choix du nom, en tout cas. Vraiment, la lumière. Okay. Et donc, comme je disais, le programme, donc, je présente simplement le programme, là, pour ton cas, je présente le programme à la personne. Et la force de mon programme, c'est que, au-delà du fait que on parle d'argent, en fait, je ramène vraiment ces questions d'argent au quotidien, en fait. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui, comment, en fait, on va parler de l'argent dans le couple, en fait. Ça, c'est des choses qu'on aborde dans le programme, en fait. Donc, le programme, vraiment, il va de 1, on travaille sur la relation à l'argent, 2, on travaille sur toutes ces questions de budget et d'épargne. Mais budget, il y a le budget de mariage, il y a le budget, mon budget à moi si je suis célibataire. On va aussi parler de comment parler d'argent, en fait, à ses enfants. Donc, en fait, toutes ces thématiques-là, on les aborde, en fait, dans mon programme. Okay. Et donc, j'explique ça et ensuite on parle d'investissement, bien sûr. Et donc, j'explique ça, je présente en fait l'offre en détail et après, si la personne est partante, j'enclenche en fait la deuxième phase du processus où on va lui envoyer un mail, je lui annonce aussi la tarification, etc., etc. Elle est personnalisée ou bien tu as des tarifs, tu as des échelles de tarifs où tu te dis en fonction du problème, je vais y mettre autant de temps et donc ça va... Non, alors ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, donc en fait, j'ai eu une première phase, donc les 2 premières années où j'ai vraiment fait que de l'accompagnement individuel dans l'idée de mieux connaître en fait le besoin de toutes ces personnes-là. Oui, ça c'est donc là, aujourd'hui, ce programme-là, c'est un programme qui est en groupe, mais quand même, on apporte en fait à chacun une réponse en fait qui est plutôt, je vais dire, individualisée quand même, parce que chaque personne dans le groupe peut poser ses questions et on y répond en fait dans le groupe. Très bien, très bien. Ah, c'est pas mal ça. Une équipe. Donc, c'est un programme qui est en groupe et la force aussi du groupe, c'est que ça permet de voir en fait l'évolution des autres personnes, de voir comment les autres avancent, quels sont leurs projets et ça lève aussi les barrières de se dire mais tiens, telle personne a fait ça en 1 an, en 6 mois, ça veut dire que je peux y arriver aussi génial. en fait. Ça a une réelle force en fait. Donc oui, c'est un programme qui est en groupe. On a des cours une partie des cours qui sont enregistrés et puis
on a des sessions en fait qui sont en live chaque semaine, voilà, pour traiter d'une thématique particulière. Ok. Et avec une communauté associée. Eh ben, dis donc. C'est du boulot. Oui, c'est sportif, oui. C'est sportif. Mais du coup, tu n'es pas la seule intervenante. Je veux dire, en prestataire, tu te fais accompagner aussi au niveau des formations. Oui, alors je suis la principale intervenante et après, suivant les sujets, je vais faire appel soit à des experts sur une thématique donnée, ça peut être sur la carrière, ça peut être sur les investissements, ça peut être un avocat, ça peut être, je sais pas, enfin, c'est vraiment suivant les besoins en fait qu'on a en fait dans le groupe. Je vais faire appel à un expert, mais c'est pas tout le temps. Genre, c'est pas uniquement les experts qui animent les programmes. C'est moi, j'anime le programme avec une autre personne en particulier qui est du coup, elle, plus interne, en fait, dans le groupe. Et puis après, on va faire intervenir ponctuellement des experts suivant les besoins des personnes, en fait, qui sont là. Mais on a différents niveaux dans le programme, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui peut être là, qui est plus dans la phase investissement. Il y a une autre personne qui va être... plutôt, débutante, mais l'accompagnement se fait en fait quand même. Ouais. Ah, génial, franchement, ça donne envie. Et qu'est-ce que j'allais dire Est-ce que maintenant, ça tu fais à temps plein, on est d'accord, hein, c'est ton activité, pas principale, mais unique. Bah oui, c'est ça. Ouais, c'est que j'ai la casquette de... Je suis salariée de mon entreprise, mais je suis aussi la chef d'entreprise. Oui. Ça impose des décisions à prendre parfois. Ouais, c'est du full time. C'est même plus que full time. C'est plus que du full time. C'est plus que du full time. Est-ce que dans ton parcours, tu as l'impression que être une femme noire, ça a été un avantage, un inconvénient, enfin, inconvénient, c'est pas le mot juste, mais quelque chose qui t'a parfois desservi, ou tu trouves que ça n'a jamais été un sujet? Alors, disons que j'ai eu une approche. C'est sûr que en étant en France, on subit le racisme et ça, c'est pas du tout genre, c'est pas une nouveauté ce n'est une nouveauté pour personne en fait. On subit le racisme dans la carrière, etc. Mais après, moi, je me suis bâti un mental aussi pour je me suis bâti des barrières autour. Je remets les gens à leur place et je pense que c'est une des choses qui me caractérise, c'est-à-dire que moi, j'explique sur les réseaux sociaux que je ne suis pas là pour que les gens m'aiment en fait. Je suis là pour partager une information et quand je parle au nom de mon entreprise. Donc tout ce qui est haters et tout ça là, je n'ai aucun souci à remettre les gens en place et vraiment et ça c'est pas une nouveauté depuis que je publie, ça a été toujours ça en fait. Donc oui, il y a du racisme. Oui, en fait, on fait face à un plafond de verre à certains moments, mais du coup, ça demande quand même peut-être de se former, de parfois travailler doublement, d'oser aussi. Et moi, j'ai estimé dans ma carrière que, à un moment, je suis arrivée à un certain plafond de verre, et je pense que c'est ce qui a un peu motivé. C'est ce qui a motivé aussi ma bascule pour aujourd'hui être chef d'entreprise. Oui, tout arrivé au bout, en tout cas de ce qu'on te laissait, comme place. Exactement, oui. Donc oui, je pense pas que le fait d'être une femme, il faut se défendre plus, il faut c'est vrai que dans ton cas, en tout cas pour ce que je vois de loin, être une femme tout court, c'est déjà pour toi quelque chose que tu dois gérer parce que dans tes posts où souvent tu mets en avant le fait que tu défends, défendre c'est pas le mot juste parce que tu donnes des faits. Tu donnes des faits dans des situations de couple. Si on se sépare, c'est souvent la femme qui est lésée. Donc, attention, préparez-vous bien. Et j'ai vu les commentaires, c'était... Oui, tout à fait. Alors, en fait, je vais pas dire que le fait d'être une femme oriente mon business autrement. En fait,
je pense que je me suis calibrée dans un esprit de je suis chef d'entreprise avant tout, en fait. Et après, je suis certes une femme, etc. Où, en fait, mon approche va être sans doute différente, où je vais avoir plus d'humain, plus de douceur, etc. Mais avant tout, ce qui me définit, c'est mon excellence et ce que je fais dans le travail. Alors après, pourquoi je parle des femmes? Parce que c'est ma cible, en fait. Donc, quand je viens parler sur les réseaux sociaux, je ne vais pas juste venir et je parle. Je parle dans une stratégie, en fait. Je parle. C'est-à-dire que je ne prends pas la parole pour prendre la parole. Quand je viens parler, j'ai une question, enfin, j'ai un point à évoquer et je ne viens pas parler à tout le monde. Je parle à ma cible et ma cible, c'est 90%. Les personnes qui prennent mes programmes, c'est 90% de femmes. Et après, ça n'empêche pas que j'accompagne des hommes qui sont dans mon programme. Mais avant tout, je parle à ma cible. Donc oui, je parle aux femmes, en fait. Et donc, je vais évoquer toutes les situations en fait éventuelles que ces femmes racontent et je vais toujours donner en fait proposer une solution en fait derrière. Oui, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, franchement. Les histoires, on dirait vraiment une série Netflix. C'est bon, au prochain épisode. Parfois c'est long à faire, mais il faut toujours trouver. Mon idée c'est que ces questions de finances-là, parfois ça rebute les gens, mais suivant l'approche, et moi c'est le choix que j'ai fait, c'est d'avoir une approche où je remets en fait les finances dans le quotidien des personnes en fait. Oui. Et c'est vraiment ça ma signature, parce que je me dis, oui, les gens ne s'intéressent pas à ces questions de finances-là pour la simple raison que c'est parfois en fait on utilise tellement de mots techniques alors que il se passe tellement de choses en fait dans notre quotidien. On peut le lier et ensuite en fait ramener le côté plus technique, etc. En fait, mais avant tout je parle à des humains. Oui, en fait. tu reviens à la réalité des personnes et tu essaies de leur simplifier la tâche qui est déjà assez compliquée. Oui. Est-ce que tu as un mantra? Est-ce que dans ton parcours, il y a quelque chose qui t'a permis de garder le cap tout le temps? Ce qui me permet de garder le cap, c'est vraiment ce que je disais au début, c'est que rien ne me met impossible en fait. Tout ce que je pense que c'est possible, je peux le réaliser. Donc oui, et après je me fais abstraction de tout le bruit à côté. Je considère que les attaques personnelles, tout ça, tant que les gens ne m'attaquent pas sur mon travail, que c'est des attaques sur mon physique ou autre, c'est du bruit. Donc, moi, je regarde où je veux aller, tout simplement. Donc, oui, tout ce que j'ai, en tout cas, tout le plan que j'ai défini, je peux le réaliser. En fait, je suis en pleine capacité de le réaliser. Allez, top. Est-ce que pour terminer, tu pourrais... c'est une question un peu vague, je sais, mais juste donner aux auditeurs, auditrices qui vont écouter un petit conseil, un veste. Alors, un conseil en investissement, c'est difficile de donner un conseil en investissement. Oui, je sais. Ou chose en budget épargne. Enfin, je ne peux pas donner de conseil déjà en investissement parce que, je ne connais pas la situation de la personne en face. Ça va être vraiment... Ça sera trop vague. Ça sera trop vague. Et ça ne sera pas juste pour tout le monde. Enfin, ça ne sera pas adapté à... Non, ça ne sera pas adapté. On ne peut pas donner des conseils en investissement comme ça. Par contre, ce que je peux dire, c'est que quelle que soit votre situation aujourd'hui, vous avez la capacité de changer les choses, en fait. Et ça, n'oublions pas, en fait, qu'on peut changer les choses et que l'argent, c'est un outil pour pouvoir changer les choses. Et ne pas voir l'argent comme quelque chose de maléfique, quelque chose de mauvais, que tous les riches sont forcément des mauvaises personnes ou autres. Non, c'est vraiment, en fait, que vous ayez de l'argent ou pas. Si vous en avez plus, vous serez toujours la même personne et vous ferez toujours de belles choses. Si vous étiez une mauvaise personne avant, enfin, c'est pas l'argent qui va vous changer. Vous allez prendre de l'ampleur et que vos mauvaises choses prennent de l'ampleur aussi.
Mais vraiment, voyons plus l'argent comme un levier qui nous permet de réaliser nos projets et vraiment comme un outil dans ce sens-là. Ok, oulala, on pouvait pas finir mieux, merci. Merci, c'était vraiment de super belles paroles. En tout cas, merci aussi d'être juste venu sur le podcast, de nous avoir si généreusement transmis tes connaissances. Et j'espère vraiment que les auditeurs et auditrices vont se mettre en marche, parce que là, tu as donné tous les outils, maintenant à nous de les utiliser. Exactement. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de partager dans ton podcast. Merci d'avoir pensé à moi. Avec plaisir. Je souhaite tout le meilleur à tes auditeurs. C'est gentil. Merci. À bientôt. À bientôt. Bye bye. Voilà les amis. J'espère que l'épisode vous a plu et que le podcast vous inspire autant que moi. N'hésitez pas à soutenir le projet en vous abonnant et en partageant les audios avec votre entourage. Laissez des commentaires et plein d'étoiles et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao!